C'est impressionnant. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les directrices et directeurs généraux, mesdames, messieurs les présidents de CME, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, mesdames, messieurs. Vous dire que je suis honorée de m'adresser à vous aujourd'hui pour conclure une table ronde, presque conclure, sur le modèle hospitalo-universitaire et la France des territoires. J'ai déjà pu aborder cette question à Santexpo en mai dernier. Universitariser les territoires est essentiel pour notre système de santé, je le pense vraiment. Certains ont pu l'expérimenter, comme chez moi au Havre, avec le CHU de Rouen. La question est comment aller plus loin et partout. Nombre d'étudiants se trouvent dans l'incapacité de déménager vers les grandes métropoles universitaires, notamment pour les formations médicales. Universitariser les territoires offre la possibilité d'élargir l'accès à ces formations à des étudiants qui, autrement, pourraient être exclus. Des données sociologiques indiquent que les futurs médecins issus des milieux ruraux ont plus de chances d'exercer en milieu rural que leurs homologues originaires des grandes métropoles. En universitarisant les territoires, nous encourageons la formation des professionnels de santé qui sont susceptibles de servir dans des régions sous-dotées. Face à un déficit de professionnels de santé, à l'impératif d'assurer une couverture territoriale équitable, l'universitarisation des territoires devient une solution cruciale. Nous devons veiller à fournir des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. Certaines initiatives prometteuses ont déjà été mises en place, telles que l'organisation des premières années d'études de médecine dans des villes non universitaires, comme Nevers pour la faculté de Dijon. Il est temps d'explorer la possibilité d'étendre ces pratiques à l'ensemble du cursus. Bien sûr, cela soulève des questions de mobilité pour les étudiants. Pour y répondre, nous devons envisager des solutions pratiques, telles que la mise en place de dispositifs de transport adaptés, des logements abordables et des infrastructures éducatives adéquates. En conclusion, universitariser les territoires est un impératif pour assurer un accès équitable aux formations universitaires, renforcer la présence médicale dans les régions sous-dotées et garantir une couverture territoriale adéquate des professionnels de santé. C'est un défi que nous devons relever collectivement pour l'avenir de notre système de santé. Je souhaite profiter de la conclusion de cette table ronde pour m'adresser à vous sur un autre sujet. Alors, c'était prévu comme ça, c'est pas... celui de la planification écologique pour le système de santé, ainsi que sur la santé-environnement. Tout d'abord, je tiens à saluer une nouvelle fois la mise en place par la conférence des directeurs généraux de CHU d'une feuille de route ambitieuse sur le sujet. Comme vous le savez, j'ai tenu ce matin le 2e comité de pilotage de planification écologique pour le système de santé. Il y a 6 mois, j'avais lancé avec le concours de toutes les administrations, agences, caisses du secteur de la santé, une feuille de route nationale interministérielle ambitieuse. 6 mois après, plus d'un engagement sur 2 de la feuille de route est lancé ou finalisé. De plus, des engagements du COPIL se concrétisent. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, adoptée récemment, a permis de lancer l'expérimentation du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique et de développer l'usage des transports partagés pour les patients. Ça va prendre un petit peu de temps, je crois que ce n'est pas gagné, tout le monde n'adhère pas au projet. Ou encore, nous avons acté l'inscription des actions d'efficacité énergétique dans le cadre des 200 millions d'euros d'investissement du quotidien de la Ségur de la Santé. Enfin, nous avons, en lien avec la CNSA, financé 15 postes de conseillers en transition écologique et énergétique en santé supplémentaires aux 150 déjà prévus. Ce second comité a été l'occasion de prioriser 3 actions. D'abord, sur les produits de santé. La production et la distribution des produits de santé correspond à 54%, 4% du total national des émissions du secteur de la santé, soit 27 millions de tonnes en équivalent carbone. Au niveau mondial, l'industrie pharmaceutique est 55% plus émettrice que l'industrie automobile. C'est pour cette raison que nous nous mobilisons avec mon collègue Roland Lescure. Très concrètement, nous développerons, courant 2024, un score environnemental et carbone pour les produits de santé. Ou encore, dès le début 2024, nous lancerons en lien avec les industriels une expérimentation permettant d'aller vers la dématérialisation des notices de médicaments. Cette expérimentation sera progressive et permettra notamment de renforcer l'information du patient par 2 nouveaux supports que nous travaillerons avec les industriels, mais également avec les associations de patients. Enfin, sur le sujet des financements, le besoin est immense. Certaines estimations nous indiquent que plusieurs millions de mètres carrés nécessiteraient une transformation écologique. Cela représenterait plusieurs centaines de milliards d'euros pour y arriver. Je ne surprendrai personne
en disant que l'État ne pourra pas le financer intégralement. En revanche, je vous assure de mon engagement le plus total, en lien notamment avec le secrétariat général à la planification écologique, à faire en sorte que la santé puisse bénéficier d'aide à l'investissement sur cette thématique. Pour autant, au fur et à mesure de nos travaux, nous avons pu constater qu'un certain nombre de dispositifs d'aide à la transition écologique à destination des établissements existaient déjà. C'est pour ça que la NAP pilotera un guichet unique qui sera accessible à tous les établissements de santé qui souhaitent pouvoir engager des travaux en ce sens. Le sujet du pilotage est un sujet également important. Si nous voulons être efficaces et démontrer notre action sur ce sujet, nous avons besoin d'une méthode de suivi claire. Notre objectif est d'être en mesure de suivre quasiment en temps réel l'évolution de l'empreinte carbone du secteur de la santé. Nous serons en mesure de commencer dès le début de l'année 2024. L'évolution de l'empreinte carbone du secteur sera notre boussole et nous permettra de vérifier si l'ambition d'une réduction de 5% par an des émissions est atteinte. Je tiens à rappeler également que si certains efforts seront à fournir de la part des établissements, j'ai tenu à ce que le suivi des indicateurs soit le plus automatisé possible, afin de ne pas surcharger de travail les professionnels sur des actions administratives parfois pénibles. Pour finir sur le pilotage, si les engagements sont de portée nationale et internationale, leur territorialisation est un enjeu majeur auquel nous tentons de répondre. C'est pourquoi j'ai décidé de demander aux ARS, dès le début de l'année 2024, de mettre en place des comités de pilotage régionaux pour s'assurer du bon déploiement de notre feuille de route nationale. La planification écologique en santé, c'est d'abord l'atténuation, nous en avons parlé, mais c'est aussi et surtout l'adaptation. Les impacts des crises climatiques, des comportements humains ou encore des expositions à diverses substances sur les santé humaines, végétales et animales, souvent dénommées sur le terme « les trois santé », deviennent une source de préoccupation majeure pour les Français. Récemment, la qualité des eaux potables a été mise en cause en raison de la détection de nombreux intrants. Peuvent également être cités les exemples du virus de la Covid-19 ou encore celui de la grippe aviaire, sans ignorer les conséquences sanitaires des canicules et des sécheresses sur toutes les santé. Tous ces impacts et expositions, ayant plus ou moins des facteurs environnementaux, seraient responsables, en ce qui concerne la santé humaine, de près de 20% de la mortalité. Ainsi, les efforts de structuration, de recherche et de surveillance restent indispensables pour mieux estimer l'impact global des évolutions de l'environnement sur les santé, mieux prévenir les effets négatifs, mais aussi comprendre les effets positifs, mieux identifier les responsabilités et les coûts en réparation comme en prévention. C'est cela qu'on a défini aujourd'hui comme l'approche « Une seule santé » One Health, nécessaire à la planification. Conduire une politique « Une seule santé », à savoir la prise en compte des risques sanitaires, environnementaux, mais aussi des facteurs économiques et sociaux, passe par la mobilisation d'un certain nombre d'expertises et de compétences, mettant en jeu un nombre tout aussi important d'acteurs. Ainsi, si nous voulons réellement mettre en place cette approche, nous devons l'incarner dans une organisation interministérielle spécifique sur laquelle nous travaillerons dès le début 2024. Pour conclure, je souhaiterais vous dire que notre secteur sur la planification écologique n'est pas en retard. Je dirais même que nous sommes en avance lorsque je regarde ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité ou même à l'étranger. Ainsi, c'est pour démontrer que la résilience des systèmes de santé est un objectif atteignable et pour valoriser nos actions françaises que je me suis rendue à la conférence européenne Santé-Environnement à Budapest en juillet et à la COP28 il y a 2 semaines. Pour la première fois, la santé a été associée à une COP et nous avons pu soutenir la déclaration climat et santé avec 120 autres pays. Si la santé a été seulement invitée à la COP28, j'aime bien faire un petit parallèle avec les disciplines de démonstration aux Jeux Olympiques. On est à côté, et si on a réussi la démonstration, la fois d'après, on est vraiment dans la compétition. Là, je crois que la santé a réussi sa démonstration. L'objectif, et la France sera moteur, c'est d'emmener la santé dans les négociations de la COP, parce que moi, je suis intimement persuadée que si, à travers les effets sur la santé, les efforts que nous faisons sont démontrés, on va embarquer plus vite, d'abord bon nombre de pays, et au niveau national, bon nombre de concitoyens. La France, je le redis, sera moteur pour faire en sorte que lors de la prochaine COP, la COP 29, la santé ne soit pas encore en démonstration, mais vraiment dans les négociations.
Sur ce sujet de l'atténuation et de l'adaptation de notre système de santé, notre action sera comme toujours agile, pragmatique et au plus près des réalités du terrain. Nous avons, individuellement et collectivement, une obligation de résultat. Je vous remercie.